Pétrole, violence et corruption. C'est le contexte équatorien dans lequel la société Gunvor a sévi pendant près d'une décennie avant de se faire pincer par la justice. Ce scandale éclabousse une fois de plus Genève, paradis des traders aux méthodes de voyous. Mais qui en paye le prix fort? On en discute dans Mon œil. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damien Vega et aujourd'hui on s'intéresse à un poids lourd du négoce de pétrole, Gunvor, fraîchement condamné par la justice suisse et états-unienne. Après le Congo-Brazzaville et la Côte d'Ivoire, cette société a graissé la patte à des hauts fonctionnaires en Équateur. Le but? Obtenir d'énormes quantités de pétrole brut. J'en parle avec Adria Budry-Carbo, bonjour. Bonjour. Tu es enquêteur matières premières chez Public Eye et auteur d'un petit mode d'emploi de la corruption en Équateur. D'abord, posons un peu le cadre, parce que je pense que Gunvor, ça te parle, mais ça parle à peu de gens, je pense. C'est qui cette société? Alors, c'est pas étonnant que ça parle à très peu de gens, parce que c'est une société dite B2B, donc elle vend exclusivement à d'autres entreprises. Ce qui est important de comprendre, c'est que Gunvor est une très grosse société, donc c'est dans le Big Five des traders suisses, très actifs sur les énergies fossiles, le pétrole et puis le gaz un petit peu dernièrement. La société a fait 150 milliards de chiffre d'affaires l'année dernière et puis plus de 2 milliards de profits. Gunvor est une société genevoise fondée dans les années 2000, qui est alors une société qui est perçue comme très russe, puisque très proche du Kremlin, dont elle tire la plupart de son pétrole, et puis aussi parce qu'elle est cofondée par un oligarque, Gennady Timchenko, lui très proche de Vladimir Poutine. Mais qui n'est plus aussi proche du pouvoir russe qu'avant. Alors, ce qui se passe justement autour des années 2005, 2006, 2007, c'est que Gunvor commence à se diversifier. Elle diversifie ses sources d'approvisionnement. Donc, elle va chercher du pétrole en Afrique et aussi en Amérique latine, en Équateur, là où va éclater le scandale dont on va parler. Parlons-en justement. Le 1er mars, la justice états-unienne et suisse a condamné Gunvor pour avoir corrompu de hauts fonctionnaires en Équateur. Toi, tu enquêtes depuis déjà pas mal d'années là-dessus. Tu arrives à nous raconter comment ce scandale a éclaté? Alors, le scandale, il devient connu du grand public, particulièrement en 2020-2021. Il y a en fait une retranscription qui ressort d'un repas qui a eu lieu dans un restaurant très chic de Floride. Donc, il y a différents hommes d'affaires qui sont attablés là et qui parlent de corruption, des pots de vin qui ont été versés et puis de la chaîne de responsabilité chez Gunvor. Or, cette conversation, elle est à ce moment-là enregistrés par le FBI, et puis donc tous ces éléments vont servir de pièces à conviction et vont ensuite être diffusés. Et ça sera à partir de ce moment où Gunvor va être invité, va être sommé par la justice américaine de plaider coupable pour ces affaires de corruption. Voilà comment l'affaire éclate. Public Eye raconte cette histoire sous la forme d'un mode d'emploi de la corruption, de façon très didactique. Comment on met en place un tel système? Alors, dans le modèle d'affaires des traders, ça c'est ce qu'ils vous diront pas directement, mais il y a beaucoup plus d'argent à se faire quand un pays est en grosse difficulté. Les marges sont beaucoup plus importantes. Si vous voulez vendre du pétrole en mer du Nord, les profits, les points de marge sont assez faibles. Or, si vous ciblez un pays aux abois, comme l'Équateur, les affaires sont beaucoup plus intéressantes. Ce qui se passe en Équateur, donc entre 2006 et 2007, c'est qu'il y a une transition politique qui s'opère, avec notamment l'arrivée de Rafael Correa au pouvoir. Rafael Correa, donc très jeune économiste de 40 ans, il s'inscrit dans une vague nouvelle en Amérique latine. Donc plutôt de gauche. Bolivarien. Et puis surtout, Correa dit, moi je ne veux plus de multinationales américaines dans le pétrole, je ne veux plus d'intermédiaires. Désormais, on va faire des affaires avec des pays amis, comme la Chine, à qui on va vendre du pétrole à des prix d'amis. Et c'est des prix d'amis? En réalité, c'est des prix d'amis. Tout à fait, sauf que le pétrole, en bout de course, il n'est pas embarqué, il n'est pas amené vers des raffineries asiatiques, mais il est récupéré pratiquement exclusivement par des traders genevois. Qui étaient déjà là avant. Qui étaient, disons que ces intermédiaires-là sont exactement le type d'intermédiaire dont Correa avait promis de se passer. Et eux ont trouvé le moyen de récupérer les barils de pétrole vendus à nouveau à des prix d'amis. Et l'idée, c'est de passer par des intermédiaires qui connaissent bien le terrain? Alors justement, donc ce que va faire Gunvor, parce que eux, ils sont une société très russe à l'époque, sous influence russe. Donc la première chose à faire, c'est le capital humain. Donc vous allez en Équateur, vous allez chercher
des baroudeurs, des gens qui connaissent un peu tout le monde. Et ils vont trouver cette personne dans un citoyen canadien, Raymond K., qui, lui, travaille pour différentes multinationales et organisations en Équateur. Il connaît tout le monde. Il a un carnet d'adresses très bien rempli. Et dedans figurent notamment les noms de 2 frères, Antonio et Enrique Pérez, qui sont des consultants, officiellement des consultants pétroliers, et qui vont être utilisés ensuite pour rémunérer, graisser la patte de tous les fonctionnaires équatoriens. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est ensuite de mettre en place différentes structures qui vous permettront, en toute discrétion, de verser ces pots de vin, et puis surtout de contourner les appels d'offres. Parce que, comme Correa passe par des pays amis, toutes les procédures d'appel d'offres de Petroecuador, la société d'État, n'ont pas lieu d'être. Donc, Gunvor va utiliser les sociétés d'État asiatiques pour éviter les appels d'offres et puis, donc, tout en se cachant, et puis à la fin, donc, récupérant les barils de pétrole. Parce qu'en soit, c'est vraiment juste un paravent. Gunvor revient directement pour prendre la marchandise et la transporter dans le reste du monde. Exactement. En fait, il n'y a pas, dans les contrats, le nom de Gunvor n'apparaît pas. Donc, c'est un contrat entre Petroecuador et puis la société chinoise Unipec ou alors la société thaïlandaise PTT. Et quand on regarde donc les documents maritimes qui décrivent la cargaison sur les bateaux, donc on a ce contrat entre ces 2 sociétés d'État, mais le tampon est de Gunvor. Donc c'est eux qui sont arrangés pour récupérer les barils grâce à des contrats back-to-back, comme on dit dans le jargon. Donc c'est en réalité un autre contrat qui a été établi entre PTT et Gunvor, même volume, même prix, et on récupère la cargaison. Gunvor récupère le pétrole, mais avance aussi les financements. Alors justement, parce que l'Équateur a des difficultés à obtenir des crédits sur les marchés internationaux. Donc une autre partie de ces contrats, c'est que les sociétés chinoises, officiellement, vont lui avancer de l'argent qui va ensuite être remboursé via des cargaisons de pétrole sur 2 ans. C'est cette histoire de préfinancement, ça s'appelle des préfinancements dans le jargon, effectivement. Et les préfinancements sont évidemment accompagnés de taux d'intérêt qui oscille entre 7 et 9%. Donc finalement un montant qui est 2 ou 3 fois plus élevé que des prêts sous le FMI ou la Banque mondiale. En réalité, la plupart du temps, c'est même Gunvor qui négocie ses contrats et qui met ses banques en jeu pour pouvoir avancer les fonds. Donc les fonds ne viennent même pas des sociétés, de ces sociétés asiatiques. A priori, ces histoires de préfinancement, c'est pas illégal. C'est à quel moment que Gunvor corrompt? Non, alors les accords de préfinancement sont pas illégaux. On peut vraiment se demander en quoi ils sont utiles à l'État équatorien. Mais ce qui est illégal, par contre, c'est de rémunérer des fonctionnaires équatoriens qui, eux, devraient être payés par l'État et du coup veiller uniquement aux intérêts de l'État. Donc, Gunvor récupère les barils de pétrole. Ils se font des marges très importantes en revendant les barils au double ou au triple. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est content? On paye la tournée. Et puis, donc, c'est les frères Pérez qui mettent en place un système de sociétés offshore dont l'une d'entre elles est reliée à un compte UBS à Zurich. Et puis, donc, ils reçoivent 92 millions de Gunvor entre 2013 et 2020, dont ils vont reverser une partie à des fonctionnaires amis qui ont, d'une part, fermé les yeux, et puis d'autre part, même donné des informations confidentielles à Gunvor pour récupérer les barils. Et puis aussi fait sauter dans les contrats, ils ont inscrit dans ces contrats entre l'Équateur et la Chine une clause de libre destination. C'est l'élément fondamental pour que le baril finalement n'aille pas vers l'Orient, mais plutôt se contente d'aller aux États-Unis ou au Pérou. Donc si je comprends bien, l'Équateur a essayé de sortir les multinationales, mais elles sont revenues par la petite porte. Exactement, elles sont revenues par la petite porte et de manière très discrète. En réalité, c'était quelque chose qui était thématisé en Équateur depuis au moins une dizaine d'années. Parce qu'en fait, il y a un ancien syndicaliste de Petroecuador, devenu journaliste d'investigation, qui petit à petit a commencé à égrener des éléments sur cette affaire-là. Et il a même publié un livre en 2007 qui déjà décortique passablement tous les contours de cette histoire. Et puis surtout, il a parlé avec les autorités américaines qui, elles, avaient déjà ouvert une enquête en 2012. Mais donc, en Équateur, personne n'est vraiment surpris d'ailleurs de comment ça s'est passé. Ça faisait un moment qu'on se demandait en quoi ces contrats de préfinancement étaient réellement utiles à l'Équateur.
Mais c'est seulement dans un deuxième temps qu'ils ont eu conscience qu'en réalité, donc non seulement les contrats n'étaient pas très intéressants pour le pays, mais en plus, c'était finalement des multinationales du trading étrangère qui récupéraient le pétrole. Donc c'était un secret de Polichinelle, tout le monde le savait, mais ça a quand même pris 10 ans pour que l'entreprise soit condamnée. Tout à fait. Et puis, il faut dire que nous, on a par exemple des échanges WhatsApp où on a des fonctionnaires équatoriens qui discutent très ouvertement de se répartir l'argent de Gunvor. Jusqu'à ce que ça éclate. La condamnation parle de défaut d'organisation. Ça veut dire quoi? Alors, c'est une spécificité du droit suisse. Donc, c'est le seul article qui permet de condamner une société pour corruption. En fait, c'est l'idée, la réflexion est un peu étrange, biscornue. En fait, c'est l'idée que la société n'a pas mis tous les moyens en œuvre pour éviter que la corruption ait lieu en son sein. Donc, on est presque déjà en train de disculper un peu la société. Et les hauts dirigeants ne sont pas inquiétés plus que ça? Alors actuellement, selon nos informations, les hauts dirigeants ne font pas l'objet de procédures judiciaires. C'est d'ailleurs également ce que martèle haut et fort Gunvor. Pour l'instant, on a uniquement condamné la société. Dans ce type d'affaires, c'est très régulièrement les agents, comme Raymond K, qui sont ciblés. Ils servent de fusibles. On met vite fait la responsabilité sur ces agents externes en soulignant qu'ils ne travaillent plus pour la société. Et on recommence ailleurs. Exactement. Et puis du coup, les dirigeants sont la plupart du temps pas inquiétés. Parce que quand Gunvor était sous enquête au Congo, elle faisait les mêmes manigances en Équateur. Alors exactement, oui, il y avait l'enquête suisse quand l'enquête suisse était menée et puis que Gunvor jurait qu'on n'allait plus les y reprendre. Au même moment, il y avait encore des paiements corruptifs qui étaient effectués pour récupérer du pétrole amazonien. Pour qu'on comprenne bien l'ampleur de l'affaire, je crois que c'est aussi important de parler des montants d'amende qui ont été assez conséquents. C'est quoi, plus d'un demi-milliard que l'entreprise doit reverser? Alors, les justices suisses et états-uniennes, par exemple, ont convenu que grâce à ces pots de vin, les profits récupérés par Gunvor, les profits illicites, ont atteint plus de 350 millions. Donc à partir de ça, ils vont fixer leur amende. Les États-Unis, 661 millions, donc ça inclut la restitution des profits illicites et puis une amende. La Suisse, elle, fixe le montant total à 92 millions, dont une partie sera déductible sur l'amende états-unienne. Et si on va sur place en Équateur, c'est quoi les conséquences de ces pratiques corruptives? Alors, ce qui est assez intéressant avec ce cas, c'est que c'est un cas typique de la malédiction des ressources. On a un pays qui est en grande difficulté, qui a manque d'accès au crédit, qui va du coup chercher un moyen de s'en sortir avec des grandes alliances, avec des États amis. Or, ces prêts vont lui coûter très cher. Les taux d'intérêt fixés sont 2 ou 3 fois plus élevés que ce que fournit le FMI ou la Banque mondiale. Et puis, pour rembourser les prêts, l'Équateur va mettre 5 fois plus de pétrole que ce qui était prévu au départ pour rembourser. 5 fois plus de pétrole et surtout avec un tarif au baril qui est bien moindre que celui du prix du marché et qui va occasionner un manque à gagner de 5 milliards par rapport à si le baril avait été vendu à des conditions dites normales. Il y a des perspectives de changement dans le pays? Parmi les perspectives, il y a eu un référendum avec l'élection présidentielle de l'année dernière où le peuple équatorien a dit « ça suffit, on ne veut plus continuer l'exploration du pétrole dans la zone amazonienne ». Donc, ça concerne le bloc 43 dans la réserve naturelle de Yasuni. Donc, théoriquement, c'est un non. Or, l'Équateur, en partie lié à toute cette affaire-là de préfinancement, est en grave crise économique actuellement. Et les gens sur place sont pas sûrs que la décision populaire va être respectée et qu'on va réellement arrêter. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme le pétrole amazonien est quand même difficile à extraire, ce sont des petites nappes, l'Équateur, pour rembourser ces sociétés, va devoir aller toujours plus profondément dans la forêt. Donc, c'est ce que Correa va devoir faire. Et donc, il entre dans le bloc 43 Yasuni. Et donc, celui-là même qui, aujourd'hui, devrait arrêter l'exploration. Donc, c'est un peu ça le paradoxe, en fait. C'est que pour rembourser, on doit forer toujours plus profond dans la forêt amazonienne pour rembourser. Et puis, pour continuer à rembourser, il faut y aller toujours plus profondément. On sent effectivement bien la spirale infernale. Toi-même, tu es allé sur le terrain en 2021 pour voir les conséquences environnementales de cette exploitation. Je te propose de regarder quelques images. Para nosotros tener una vida digna es
Pour nous, vivre dans la dignité, c'est avoir une eau de qualité, que nos sols soient propres et que nos enfants ne souffrent pas des maladies causées par l'activité pétrolière. Ça, c'est un ruisseau censé transporter tous les déchets qui sortaient des piscines. Ici, du puits Chouchoufundi 59. C'est un puits ou un estuaire qui n'a jamais été décontaminé. Et tout ça va rester pendant des milliards d'années si on ne le nettoie pas. Comme vous le voyez, ces eaux s'écoulent. Puis elles se jettent dans la rivière Aguarico, qui passe par les communautés autochtones, Siona, Siecopay, Quichua, les colons. Puis elle arrive au Pérou, au Brésil, et termine dans l'océan Atlantique. Donc il y a les impacts de la corruption sur les finances de l'État, comme on en a parlé, mais il y a aussi la pollution sur place pour les populations. Ouais, tout à fait. Puis pour la petite histoire, donc ce monsieur Donald Moncayo, c'est lui-même qui en 2006 avait emmené Rafael Correa dans la même zone qu'on voit ici à l'écran. Et moi, ça me rappelle beaucoup cette campagne présidentielle de Correa, la main sale de Chevron en Équateur, une société états-unienne. Donc il avait en fait récupéré du pétrole sur le sol en tendant sa main pour dire voilà, c'est ça la main sale de Chevron. On est retourné sur place, donc là on était en 2021, donc bien des années plus tard, et puis en fait on peut toujours faire la même chose, on peut toujours faire la même photo avec la main remplie de pétrole. Et il y a les mêmes entreprises sur place. Alors il y a aujourd'hui plus Chevron, donc le pétrole est extrait quand même principalement par une société d'État, mais à des prix dérisoires, et ensuite il est en bout de course vendu par la société Gunvor et puis d'autres traders genevois comme Vitol et Trafigura. Je l'ai un peu évoqué dans mon intro, c'est pas la première fois que Gunvor est condamné pour des faits de corruption. Il y a même un documentaire qui a été consacré à ses péripéties en Afrique et à la responsabilité de la Suisse en tant que plaque tournante du négoce. Je te propose de regarder la bande-annonce de Genève du pétrole à tout prix, un documentaire sorti en 2021. Oui, tous ils sont suisses. Glencore, Trafigura. Il me semble que le pétrole congolais est devenu propriété des entreprises suisses. Un ancien employé du négociant genevois Gunvor, condamné concrètement, des dizaines de millions de dollars de pots de vin ont été versés en échange de cargaisons de pétrole. Ces entreprises pétrolières viennent avec l'attitude de corruption. C'est un domaine qui est extrêmement risqué. Il y a certaines kleptocraties dans lesquelles il n'est pas possible de faire des affaires sans corrompre, oui. Et qu'est-ce qu'on peut faire si ça n'est pas acceptable ? Le négoce de pétrole n'est absolument pas un risque réputationnel pour la Suisse, au contraire. C'est l'intérêt de la Suisse de conserver ces entreprises ici. C'est gagnant, gagnant et gagnant. Nous, on est les Suisses, des commerçants, même dans des situations douteuses. Dans les matières premières, qui se plaint ? Je vois personne. Dans ce documentaire, il y a des opinions assez contrastées. À la fois, on dénonce le manque d'éthique de certains négociants, quand d'autres défendent l'importance de ce secteur pour la Suisse. Alors, est-ce qu'on ne peut pas simplement imaginer le négoce de matières premières sans corruption ? Dans un monde idéal, sans corruption, oui. D'ailleurs, il y a certaines juridictions où on peut imaginer que c'est le cas, mais c'est pas là où les profits sont les plus intéressants pour ces traders. Il faut le dire aussi. Ces traders genevois, ça fait partie de leur modèle d'affaires, d'aller dans des zones compliquées, dans des zones à risque, où effectivement, dans certains cas, systématiquement, des pots de vin sont versés pour récupérer des cargaisons de pétrole. Donc je reviens sur ce qui a été dit par M. Nidegger. Gagnant, gagnant et gagnant, non. Ce qui est très important de souligner, c'est que le fisc genevois, il gagne. Il y a les quelques traders... semaines, d'ailleurs, le canton de Genève a fait 1,4 milliard d'excédents, en partie grâce aux matières premières. En grande partie grâce aux matières premières. L'année dernière, l'impôt sur les bénéfices, 50% de l'impôt sur les bénéfices des entreprises est venu de sociétés actives dans le trading. Donc, le fisc genevois est clairement gagnant. Ces traders-là sont également gagnants. Gunvor a fait plus de 2 milliards de profits l'année dernière. Mais le troisième gagnant, c'est totalement faux. Les populations locales qui subissent elles-mêmes les conséquences les plus néfastes de l'extraction pétrolière ne gagnent pratiquement rien, voire rien du tout. Elles récupèrent des cancers et en échange, la manne du pétrole n'est jamais distribuée puisqu'elle finit très souvent sur des comptes bancaires suisses. Est-ce que les amendes sont suffisamment dissuasives, notamment en Suisse ? C'est une thématique qui revient très très régulièrement. L'amende maximale pour défaut d'organisation est de 5 millions de francs suisses.
Donc, si vous contrastez ça avec les milliards de profits, uniquement de profits générés par ces entreprises, c'est dérisoire. C'est vraiment dérisoire. Ensuite, vous avez la créance compensatrice, donc qui est l'obligation de restituer les profits illicites. Donc, en gros, si vous faites pincer en Suisse et que vous êtes uniquement condamné par la justice suisse en tant qu'entreprise, au pire, vous devez rendre ce que vous avez volé, plus une amende qui est de maximum 5 millions. Donc, c'est vraiment pas dissuasif. Donc les amendes ne sont pas assez dissuasives, mais il y a quand même quelque chose qui commence à changer puisque les condamnations et les procédures se multiplient. Justement, comme les amendes en Suisse sont pas du tout dissuasives, d'ailleurs ça fait peut-être partie des raisons pour lesquelles ces sociétés se sont installées à un moment donné à Genève ou à Zug. Du coup, en bout de course, en bout de chaîne, c'est la justice qui doit jouer les pompiers. 4 des 5 traders des plus gros traders suisses ont fait ou font actuellement l'objet de procédures judiciaires. Il s'agit de Vittel, de Gunvor, de Trafigura et puis de Glencore. Du coup, si les amendes ne sont pas assez dissuasives, quelle solution ? La solution, c'est clairement, c'est l'approche de Public Eye, c'est l'approche réglementaire, régulatoire, c'est de changer les lois, de donner aussi à la justice suisse une boîte à outils plus conséquente pour pouvoir taper un petit peu plus durement sur ces traders. Et puis pour nous aussi, ça serait d'avoir une loi spécifique au secteur des matières premières avec aussi une autorité de régulation. La ROMA, c'est ça ? La ROMA, qui à l'instar de la FINMA pour les banques, contrôlerait un petit peu donc les activités, s'assurerait qu'il y a une diligence raisonnable tout au long de la chaîne de valeur. Et puis qu'il y aurait aussi la possibilité de retirer des permis d'exploitation si en cas de récidive de certaines de ces sociétés. Toi, tu penses qu'on va dans la bonne direction ? Il n'y a toujours pas de majorité politique pour que cette ROMA voie le jour. Mais la question, elle est enfin entrée au Parlement après la guerre en Ukraine. Donc les autorités ont quand même... Dont les négociants ont profité énormément. Exactement, oui, avec des profits absolument mirobolants en 2021 et 2022 qui dépassent très très largement les meilleurs profits qu'ils avaient réalisés dans leur histoire. Donc la question fait son entrée au Parlement ? Donc la question de la ROMA a enfin fait son entrée au Parlement, ça a été débattu. C'est pas du tout une victoire, mais si on voit le verre à moitié plein, la discussion est en cours et puis on espère que les faits mis à jour très très récemment et les condamnations vont donner lieu à une prise de conscience d'autant plus importante de la part des décideurs politiques. On espère que ton message sera entendu. Merci beaucoup Adria Budry-Carbo d'être venu. Merci beaucoup. Et merci à vous pour votre écoute. Toutes les enquêtes Public Eye sur Gunvor en Équateur sont disponibles en description de cet épisode. Comme d'habitude, si l'épisode vous a plu, partagez-le massivement autour de vous. Mettez 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle vous l'écoutez. C'était Mon œil, le podcast engagé de Public Eye qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne le regard. À bientôt. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.